La faillite est réglementée par la loi du 8 août 1997. La faillite est donc une institution qui est propre au droit commercial et qui vise à organiser l'insolvabilité d'un commerçant, et ce dans le but de désintéresser ses créanciers. Les opérations qui découlent de la faillite sont dirigées par un mandataire de justice dénommé le curateur. Ce dernier agit sous la supervision du tribunal de commerce saisi. Il est important d'avoir à l'esprit qu'il y a 3 conditions à la faillite. À cet égard, l'article 2 de la loi sur la faillite stipule que tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La première condition est qu'il s'agisse d'un commerçant. En effet, seuls les commerçants peuvent être déclarés en faillite. Cela étant, les commerçants peuvent être des personnes physiques ou morales, à savoir des sociétés dont l'objet est commercial au sens de l'article 3, paragraphe 2 du Code des sociétés. En outre, un commerçant ne pourra être déclaré en faillite que s'il cesse ses paiements de manière persistante. Cela nécessite une certaine durée dans l'inexécution par le failli de ses obligations. De la sorte, le non-paiement temporaire de ses créances, dû à un découvert de trésorerie passager, ne remplit pas la condition exigée. Il faut enfin que le crédit du commerçant soit ébranlé. Cet ébranlement prend la forme d'une perte de confiance des créanciers et des investisseurs tels les institutions bancaires. Le législateur a également pris soin de régler 3 cas qui se rencontrent souvent dans la pratique. Tout d'abord, lorsqu'une société a été dissoute, elle peut encore être déclarée en faillite dans les 6 mois qui suivent la clôture de sa liquidation. Ensuite, la faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à 6 mois après son décès, pour autant qu'elle soit décédée après la réunion des 3 conditions dans son chef. Enfin, le commerçant qui a mis un terme à son activité peut être déclaré en faillite. Pour cela, il faudra démontrer que les conditions de la faillite étaient réunies avant la cessation de l'activité. Néanmoins, cette faillite ne peut être prononcée qu'en ayant les 6 mois qui suivent cet arrêt, cette règle étant d'ordre public. Pour que les effets de la faillite puissent se produire, il faut qu'un jugement déclaratif de faillite soit prononcé par le tribunal de commerce. Le tribunal peut être saisi par plusieurs personnes intéressées par la faillite du commerçant. En premier lieu, le commerçant lui-même doit faire aveu de faillite dans le mois de la cessation de ses paiements. À défaut, il encourt des sanctions pénales s'il est démontré que ce commerçant a agi dans l'intention de retarder la déclaration de faillite. La juridiction peut également être saisie par les créanciers du commerçant, l'administrateur provisoire qui aurait été désigné, le syndic dans le cas d'une procédure internationale ou encore le ministère public. Cette dernière possibilité s'explique par le rôle que le législateur attribue au parquet. En effet, il est du devoir du ministère public de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général, notamment en préservant le bon fonctionnement du marché et l'intérêt particulier de chaque société commerciale. Il est intéressant de noter que le législateur a prévu une faculté au tribunal de suspendre sa décision pendant 15 jours afin de permettre aux intéressés de solliciter l'ouverture d'une procédure en réorganisation judiciaire. Le législateur établit ici une passerelle entre ces 2 institutions. Dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal désigne un curateur dont la mission consiste en la reconstitution du patrimoine du failli, la réalisation des biens et le désintéressement des créanciers du commerçant. À cet égard, le curateur sera supervisé par le juge commissaire nommé dans le jugement déclaratif de faillite. Pour réaliser certaines opérations, le curateur doit obtenir l'autorisation du juge commissaire ou le tribunal selon l'importance des actes posés.
Enfin, le tribunal doit fixer dans son jugement le délai en déant duquel les créanciers devront déclarer au greffe leurs créances afin qu'elles puissent être prises en compte lors de la répartition des fonds issus de la réalisation des actifs du failli. Par ailleurs, si un conflit naît entre le curateur et un créancier au sujet d'une créance, la décision du tribunal d'insérer cette créance dans les déclarations vaut reconnaissance judiciaire de la créance. Dès le prononcé du jugement déclaratif de faillite, le failli est dessaisi de tous ses biens, sauf ceux que la loi soustrait à cet effet, tels les objets servant au culte ou les chaises et la table nécessaires pour prendre le repas. Dans le cadre d'une société, les organes de gestion perdent tout pouvoir d'administration des biens sociaux. Concrètement, l'ensemble des biens du failli sont affectés uniquement au désintéressement des créanciers. Il s'agit d'une référence à la notion de masse. Il est important de rappeler que le terme masse recouvre deux aspects. D'une part, il désigne l'intégralité des actifs du failli. D'autre part, il recouvre l'ensemble des créanciers soumis à la loi du concours. Dans ce dernier cas, il est fait distinction entre les dettes dans la masse et les dettes de la masse. Les créances chirographaires et munies d'un privilège général né antérieurement à la faillite sont des dettes dans la masse. Les dettes de la masse correspondent aux créances munies d'un privilège spécial ainsi qu'aux créances chirographaires et celles munies d'un privilège général né postérieurement à la faillite, à l'intervention du curateur agissant en sa qualité d'administrateur de la faillite. Suite au jugement déclaratif de faillite, aucune action contre le patrimoine du failli ne peut plus être intentée par les créanciers. Cet effet prend la forme d'une suspension des poursuites individuelles à l'encontre du commerçant. Seul le curateur, qui agit au droit de la masse des créanciers, est autorisé à agir de la sorte. Il bénéficie d'un monopole d'action. Cependant, des exceptions légales ou contractuelles permettent, dans certaines situations, aux créanciers d'être désintéressés en tout ou en partie. Il peut notamment s'agir d'une action en revendication intentée conformément à la loi ou encore d'un recours à l'encontre des codébiteurs solidaires et des cautions, pour autant que ceux-ci ne soient pas également déclarés en faillite. En ce qui concerne les contrats en cours conclus avant la faillite, le curateur doit décider dès son entrée en fonction soit de poursuivre l'exécution de ceux-ci, soit d'y mettre fin. Les conséquences de ce choix intéresseront particulièrement les cocontractants du failli. En effet, si le curateur met fin au contrat, les créances restantes envers le failli seront des dettes dans la masse. Il en est ainsi des dommages et intérêts dus en vertu de l'inexécution du contrat. Par contre, si le curateur opte pour la poursuite du contrat, les créances qui naîtront seront des dettes de la masse. Cela peut se produire lorsque le curateur détermine qu'il est préférable pour la masse des créanciers que le failli poursuive un temps ses activités. Il est important de rappeler également que la période qui sépare la cessation de paiement et celle du jugement est qualifiée de période suspecte. Cette particularité propre à la faillite va permettre au curateur de remettre en cause des opérations qui sont produites en déant ce délai et qui causent un préjudice à la masse des créanciers. La sanction consiste en l'inopposabilité de ces opérations à la masse des créanciers. Concrètement, le curateur pourra faire comme si ces opérations ne s'étaient pas produites et agir en conséquence. Le législateur vise ici les actes posés par le commerçant qui, sentant sa faillite venir, décide d'agir
d'une manière inacceptable pour ses créanciers. On peut songer au commerçant qui fait des libéralités envers un proche ou à celui qui favorise un de ses créanciers au détriment des autres. Lorsque le curateur estime qu'il a terminé sa mission, il fait rapport au tribunal des opérations qu'il a accomplies. Les créanciers du failli peuvent être entendus par le tribunal qui tranchera les éventuelles contestations portant sur les actions menées par le curateur. Si le commerçant failli est une personne morale, telle une société, la clôture de la faillite implique la dissolution de plein droit de la société et la clôture immédiate de sa liquidation. Ce n'est qu'à partir de ce moment que la société perd sa personnalité juridique. En effet, il a été maintes fois confirmé que la faillite d'une personne morale ne fait pas disparaître sa personnalité juridique, mais qu'elle perdure pour les besoins de la liquidation. Dans l'hypothèse où le commerçant exerce ses activités en personne physique, le tribunal doit se prononcer sur son excusabilité. S'il est déclaré excusable, le failli sera à l'abri des recours de ses créanciers insatisfaits. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. Le législateur vise ici le cas de la faillite dont la cause ne réside pas dans une faute du commerçant, mais plutôt dans une mauvaise conjoncture économique. A contrario, le failli qui n'est pas déclaré excusable reste soumis aux actions de ses créanciers. Cela signifie que s'il revient à meilleure fortune, les créanciers pourront agir sur son patrimoine. S'il acquitte intégralement en principal intérêts et frais toutes les sommes qu'il doit, le failli peut obtenir sa réhabilitation et mettre ainsi fin au recours des créanciers. Il est intéressant de remarquer que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux, contractée du temps du mariage, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. De plus, la loi prévoit un régime particulier pour certaines cautions. Le tribunal peut décharger en tout ou en partie les personnes physiques qui, à titre gratuit, s'est constitué sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. Cette décharge ne vaut que si la caution n'a pas frauduleusement organisé son insolvabilité.